Bonsoir à tous. Euh, alors, donc je vais commencer par me présenter en un mot. Donc, je m'appelle Paul Bernard Nourreau et je suis l'auteur de ces deux livres et bientôt d'un troisième à paraître en mars prochain. Et je suis naturellement très heureux d'être parmi vous ce soir, très honoré de l'invitation que me fait le Musée d'art et d'histoire du judaïsme de présenter ces deux livres, en particulier le deuxième, même si je dirais un mot également du premier. Je souhaiterais par conséquent évidemment remercier Paul Salmona qui dirige ce musée, Sophie Andrieux et Joseph Hirsch qui assurent la programmation de l'auditorium, ainsi que Nathalie Hazan ici présente que vous connaissez bien. Et puis je dois vous dire qu'il y a quelques mois, nous nous trouvions tous les deux, Nathalie et moi, dans les rues de Nîmes. Et je lui faisais part de la chance que j'avais de travailler sur ce projet avec un éditeur formidable dont je n'avais pas encore prononcé le nom. Et Nathalie m'a interrompu, m'a regardé fixement et dit « C'est François-Marie Desrolles, n'est-ce pas ?» Et j'ai dit qu'en effet, elle venait en fait de faire sa connaissance quelques jours plus tôt et je voudrais évidemment le remercier, remercier mon éditeur en son absence. Il est retenu à Strasbourg où il est installé. Parce que la forme qu'a prise cette histoire de l'art d'après Auschwitz, que je vais vous présenter, lui doit beaucoup. Cette forme convient, je crois, aux propos que je tâche d'y développer. Et pour un auteur, c'est un bien très précieux que de voir exister ce qu'on écrit sous une forme qui, tout en ne m'appartenant plus, correspond à celle que j'avais imaginée. Alors, je souhaiterais introduire cette histoire de l'art d'après Auschwitz à partir de la dernière salle de l'exposition d'e-book qui se tient actuellement dans ces murs et dont j'imagine que beaucoup d'entre vous l'ont déjà parcouru. Le texte de présentation de cette salle, comme du reste l'article qu'a donné Pascal Samuel à la fin du catalogue de cette exposition dont elle est la co-commissaire, parle d'une résurgence du d'e-book, des d'e-bookim dans l'art contemporain, souvent sous la forme spectrale de figures de déportés. Dans la version de la pièce d'Ansky montée au Théâtre Juif de Varsovie en 2015 par Masha Klesewska, le d'e-book prend ainsi l'aspect d'un messager présenté comme un musulman, d'après le surnom donné aux déportés parvenus au dernier stade de l'épuisement, figure à laquelle j'ai consacré un livre il y a une dizaine d'années. Et dans cette dernière salle de l'exposition d'e-book, on trouve par ailleurs plusieurs œuvres. Un extrait de Serious Man des frères Cohen, mais alors là, je ne m'y connais pas du tout assez en cinéma pour en parler. Je laisse ce soin à mon ami Ophir Lévy, qui en parle beaucoup mieux. On trouve également 3 robes immergées et cristallisées par Sigalit Lando, que j'aborde en fait dans un autre livre à venir, à partir d'une performance de cette artiste israélienne. Et puis 2 portraits de Michel Nedjar, qu'il a donné au musée il y a 10 ans. Et en réalité, le simple fait qu'il faudrait mettre, je crois, des guillemets au mot portrait au sujet de ces 2 peintures résume assez bien l'évolution que mes 3 livres cherchent à redécrire. Si j'avais abordé ces 2 visages convoqués, j'aurais rappelé, comme je l'ai fait dans le premier volume, Figures disparates, que le genre du portrait, tel qu'il se développe à la Renaissance, vise à rendre le portraituré reconnaissable d'abord, puis discernable ensuite, avec une tendance accrue à investir le portrait d'une fonction de ressemblance qui n'est pas sans rapport avec la fidélité, ici la légalité ou la loyauté, de la mémoire qu'il est censé conserver et entretenir. Il existe bien entendu, dans l'art du passé, des figures fantaisistes, comme le musée du Louvre en expose depuis ce matin, moins aisément reconnaissables, pas tout à fait ressemblantes et qui jouent bien des tours à la mémoire, mais ces figures disparates se situent généralement en contrepoint des figures discernables. Elles en rompent la tradition tout en la maintenant par ces écarts mêmes. La véritable rupture avec le genre du portrait intervient lorsque celui-ci n'obéit plus du tout à la fonction de ressemblance et à la reconnaissance qu'elle induit. Cette rupture n'est en outre pleinement consommée que lorsque sa valeur d'instance de discernement est définitivement compromise, ce qui n'est qu'apparemment le cas dans les portraits cubistes, par exemple, qui visent à faire voir autrement ou mieux, c'est-à-dire au-delà ou en deçà de la ressemblance, mais sans délaisser complètement ce critère de discernement. Un portrait peut être dissemblant tout en demeurant discernable. Or, si ceux de Nedjar produisent de l'indiscernable, c'est peut-être parce qu'ils visent
à restituer indissociablement les traits des vivants et des morts. Peut-être aurez-vous deviné donc que Visage convoqué de Nedjar aurait par conséquent trouvé leur place parmi les figures disparues qui composent le deuxième tome d'une histoire de l'art d'après Auschwitz, qui porte donc ce sous-titre. Alors certains d'entre vous marquent sans doute à ce stade un moment de déception, c'est-à-dire tout ça, tant de pages, de si lourds volumes pour énoncer des évidences. Eh bien, je dois malheureusement vous prévenir que vous n'êtes peut-être pas au bout de votre déception ce soir. Parce que le troisième tome ne fera rien d'autre en fait que s'étonner de l'évidence, s'étonner qu'on ne s'étonne plus de ne plus avoir sous nos yeux des portraits, mais des configurations, c'est le sous-titre du troisième livre, dans lesquelles, si le visage résiste, le portrait disparaît, et peut-être faudrait-il se demander si la disparition du portrait ne cherche pas à mettre à l'épreuve la résistance du visage. Pour expliquer qu'on en soit arrivé là, à ce point d'indiscernabilité, il me faut donc élargir quelque peu le sens de mon propos et souligner l'évolution historique qu'il cherche à restituer. Alors pour résumer à très grands traits le premier tome, je dirais que j'essaie d'y analyser comment s'est formé à partir de la Renaissance, que je fais un peu arbitrairement commencer aux fresques de Masaccio dans la chapelle Brancacci de Florence, c'est-à-dire dans les années 1420, que s'est formée alors une forme discernable de la figure humaine, et avec elle une certaine idée de son corps, notamment de son corps projetant une ombre. En me fondant sur le livre de référence écrit par Leone Battista Alberti au milieu des années 1430, toujours à Florence, le De Pictura, de la peinture, je tâche de démontrer que l'enjeu principal pour les peintres était de faire en sorte que le tableau rende ce qui est représenté discernable, qu'il s'agisse d'une figure humaine, donc, de l'espace dans lequel elle est représentée, ou encore de l'histoire que cette figure rapporte ainsi située dans cet espace. Alors souvent de fois dans la littérature savante, comme dans celle destinée à la vulgarisation, cette formation de la figure humaine à la Renaissance est soit référée à des données techniques, présentées sous la catégorie du progrès, soit à des données théoriques, présentées sous la catégorie de la redécouverte. Elle l'est plus rarement à des données historiques, a fortiori si ces éléments historiques sont objectivement antagonistes à cette figuration. Or, pour faire preuve d'un esprit de contradiction, sans doute un peu kantien et adornien à coup sûr, il me semble que l'antagoniste peut revêtir une valeur structurante, comme la contradiction possède une vertu dialectique. Je m'explique. Si l'on suggère, par exemple, comme Millard Miles fut le premier à le tenter dans les années 1950, que la peste de 1348 a eu une influence sur l'art renaissant, si on suggère cela, on imagine aussitôt des triomphes de la mort et des fresques remplies de cortèges de pestiférés. Or, il faut bien constater que la plupart de ces représentations seraient antérieures à 1348, comme on doit admettre que les pestiférés occupent une place extrêmement marginale dans l'art renaissant. Mais cette marginalité, ou cette marginalisation plutôt, est peut-être un indice de l'antagonisme productif que j'évoquais auparavant. Si, au lieu de pestiférés, on voit des Saint-Sébastien, qui lui-même a été invoqué comme corps protecteur contre la peste, alors il faudrait formuler l'hypothèse selon laquelle l'événement historique, la peste, ayant produit le plus de corps déformés par la maladie, a eu pour conséquence principale dans le domaine artistique la consécration de l'un des corps figurés les mieux formés qui soient. On a quelque peu oublié ce rapport de Sébastien à la peste, sauf peut-être chez certains artistes gays qui l'ont actualisé lorsque le sida a commencé à faire des ravages. Et puis, au sein même de l'iconographie gay ou queer, la cause historique de cette réactivation s'est quelque peu dissipée, en même temps qu'elle se diffusait. Ce mouvement d'oubli et de remémoration est constitutif de ce que je désigne par le terme de configuration. Et ces configurations sont elles-mêmes constitutives d'un habitus visuel, c'est-à-dire, pour paraphraser Pierre Bourdieu, d'une mémoire incorporée qui, pour être socialement efficiente, se doit d'oublier non seulement qu'elle a été incorporée, non seulement qu'elle est une mémoire, mais l'origine de sa mise en mémoire et de l'habituation qui lui succède. Celui ou celle qui, au contraire, saurait se souvenir des règles de la chevalerie chaque fois qu'il fait le geste de lever son chapeau pour saluer un passant, pour reprendre le célèbre exemple d'Erwin Panofsky, celui-là serait socialement inadapté. Bourdieu parle à ce sujet d'une hystérèse de l'habitus, quand un habitus contracté
dans le passé, continue d'être agi, bien qu'il ne soit plus adapté à la situation présente. Freud dit des hystériques qu'ils souffrent de réminiscences. Alors, dans une certaine mesure, le chercheur en histoire de l'art est à la fois inadapté socialement et psychologiquement quelque peu hystérique. Mais cette position, pour inconfortable qu'elle soit, s'avère en revanche productive du point de vue généalogique. Il est inutile d'insister sur la persistance à travers les siècles des habitus visuels de représentation et de réception de l'image du corps humain, telle que la Renaissance l'a forgée. Il n'est peut-être pas inutile, cependant, de signaler que sa force déterminante repose elle-même sur un oubli constitutif. Cela permet d'un côté de mettre en évidence l'historicité de cette image, en quoi cette image est le produit de l'histoire, et d'une manière de figurer, de regarder une figure, qui sont des données non pas naturelles mais culturelles, ce qui est tout de même un peu la tâche d'un historien de l'art, et par la bande de comprendre qu'existe dans d'autres cultures une image très différente de l'homme, une image très différente des hommes. C'est pourquoi je me suis efforcé de suivre la position méthodologique que Michel Foucault a invité à adopter dans les années 60, qui consiste à se positionner comme un étranger vis-à-vis de sa propre culture, tout en gardant à l'esprit qu'on ne peut saisir les causes de l'étrangeté de cette culture que parce qu'on en fait partie. Pas quoi on touche non plus à l'hystérie, mais bien une forme de schizophrénie ou de clivage, pour parler de nouveau comme Bourdieu. Il en a donc résulté cette hypothèse de recherche que la peste comptait parmi les grands oublis constitutifs de l'art européen. Comme plus tard, les guerres de religion, par exemple, ont été mises en oubli par et dans l'art français, ou que la guerre civile états-unienne constitue une matrice, en partie oubliée, de la culture visuelle des États-Unis, notamment dans son rapport à la violence. Étant bien entendu, cela dit, que ces oublis peuvent être réactivés, ce que font ces figures que j'ai désignées d'après Bosch, d'après Jérôme Bosch, et surtout d'après Goya, comme des figures disparates. Et c'est alors toute l'esthétique, et par voie de conséquence tout l'ordre du discernement, qui risque de craquer sous l'effet de la disparité. À de nombreux égards, l'art moderne a creusé le sillon des figures disparates plus que des figures discernables, mais c'est seulement avec Auschwitz que celles-ci ont laissé place à des figures disparues, pour lesquelles les figures discernables n'étaient plus antagonistes, mais simplement négatives. Or, Auschwitz, toute proportion gardée bien entendu, a joué pour l'art contemporain le rôle de la peste pour l'art renaissant, celle d'un événement déterminant, dont le caractère déterminant s'est avéré d'autant plus déterminant qu'il a été oublié, c'est-à-dire incorporé. Alors maintenant que vous connaissez le sens de mon propos, il est peut-être plus que temps que je précise la signification que je prête aux deux termes problématiques de cette histoire de l'art d'après Auschwitz. Je viens entendu parler d'Auschwitz et de d'après. Le choix de ces deux termes est notamment dû à l'usage qu'en fait Théodore Adorno dans sa célèbre remarque selon laquelle écrire de la poésie après Auschwitz est barbare. Il est bien entendu qu'Adorno emploie ici « après » en un sens chronologique, même si en allemand, Nach admet aussi la possibilité qu'offre « d'après » en français. Alors je tiens beaucoup à la valeur chronologique de « d'après », mais je tiens aussi au mixte de liaison-déliaison qui est suggéré. Peindre d'après nature, c'est peindre une nature qui n'existe plus dans la représentation, qui lui en a fourni l'occasion. Peindre d'après Auschwitz, ça n'est donc pas peindre Auschwitz, l'événement ou le camp, j'y viens, mais peindre ce que ce complexe, comme dit Adorno, laisse dans son sillage. Mais alors que désigne exactement Auschwitz ? Un camp, comme chacun sait, même si j'écris systématiquement dans les livres Auschwitz-Birkenau lorsque je parle du camp lui-même, le plus grand de l'univers concentrationnaire et génocidaire nazi, qui remplissait ces deux fonctions. Cet ancrage toponymique me paraît là aussi essentiel, il désigne un lieu. Alors que ce lieu ne résume pas à lui seul cet univers, constitue certes une faiblesse, mais aussi un indice du fait que ce mot ne pouvant résumer cet événement, celui-ci a quelque chose d'incommensurable à la représentation qu'on peut en faire, qu'elle soit verbale ou visuelle. Le mot attendu aurait pu être Khurban, destruction en hébreu, qui eut cours dans la littérature yiddish de témoignage, mais qui a été supplanté en France par celui de Shoah et dans les pays anglo-saxons par celui de l'Holocauste. Alors si je n'emploie ni l'un ni l'autre, ce n'est pas seulement pour des raisons sémantiques, le sens générique de catastrophe que revêt le mot Shoah, le sens sacrificiel qu'implique celui de l'Holocauste, mais aussi historiographique, ces mots apparaissent plus tardivement,
Shoah ne s'impose véritablement, comme vous le savez, dans notre pays, qu'avec la sortie du film éponyme de Claude Lanzmann en 1985. La conscience de la spécificité du génocide des Juifs d'Europe, que Shoah désigne, s'est elle-même développée progressivement, ou plus exactement, elle s'est longtemps confondue avec d'autres déportations, tandis que le génocide des Roms d'Europe est demeuré moins visible jusqu'à une période relativement récente, et porajmos, dévoration, ou samudaripen, catastrophe, restent encore des mots étrangers à nos oreilles. Pour problématique que soit le terme Auschwitz d'un point de vue historique, parce qu'il est susceptible d'entretenir une confusion, une indétermination, cette indétermination a été le lot imparti à nombre d'artistes, en particulier ceux qui ont peint dans l'immédiate après Auschwitz. Tous, néanmoins, ont touché du doigt la spécificité de l'événement dont Auschwitz est le nom, en figurant d'après lui non plus des figures disparates et moins encore discernables, mais des figures disparues. Ce mot lui-même de disparition pose, vous l'entendez, une difficulté que le premier chapitre de ce tome entend circonvenir. Les personnes qui ont été assassinées n'ont pas simplement disparu, elles ont été détruites, leurs corps ont été systématiquement détruits et leurs visages effacés. Aussi convient-il de parler avec Raoul Hilberg de la destruction des Juifs d'Europe et des Roms européens avec eux. C'est là l'un des deux fondements, puisque tel est le titre de ce premier chapitre, de l'art d'après Auschwitz, la destruction des corps. Le second fondement en dérive, la disparition des figures. L'art réalisé pendant l'événement, celui de Félix Nussbaum et de Charlotte Salomon, que ce musée fut le premier à exposer en France, cet art demeure, vous le voyez, un art du portrait, mais certains traits en annoncent aussi la rupture. Dans une certaine mesure, que je ne peux pas préciser ici, les œuvres de ces deux artistes assassinés en déportation pressentent la destruction du corps et la disparition de la figure qu'ils s'efforcent de retenir in extremis. L'art dit des camps documente quant à lui la destruction et la disparition. Pourtant, cet art-là est resté relativement méconnu après-guerre, en dépit de publications précoces comme celle de Léon Delarbre et d'expositions incluant dans l'après-guerre des dessins des camps. Mais pour l'immense majorité des contemporains de l'événement, c'est à travers les photographies de l'ouverture des camps que la conscience visuelle de cet événement s'est configurée. En ce sens, les photographies, que je vous montre un peu plus petites et plus rapidement, ont joué le rôle de seuil, qui est le titre du deuxième chapitre. Alors sans doute, devinez-vous, là c'est normal qu'il n'y ait plus d'images, sans doute devinez-vous la difficulté qui se fait jour. Les fondements proprement artistiques de l'art d'après Auschwitz, tels qu'ils apparaissent pendant Auschwitz, ont été en grande partie supplantés par les seuils photographiques d'après Auschwitz. Pour de multiples raisons, ces photographies ont de surcroît acquis une valeur probatoire supérieure au dessin, même si certains d'entre eux ont été réalisés et présentés comme des preuves. Rapidement, cependant, les photographies sont imposées comme des preuves par définition et par destination de l'événement et de sa magnitude. Alors, il conviendrait toutefois de préciser de quelles photographies on parle. Il y a premièrement celles qui ont été réalisées clandestinement par les déportés eux-mêmes, en l'occurrence par les déportés elles-mêmes, qu'a rassemblé et analysé Christophe Cogniet dans Éclat. Mais elles ont finalement été peu diffusées et moins encore convoquées après-guerre. Leur sort fut en ce sens comparable à celui des dessins. Ophir Lévy, que je citais, dit de celles qui ont été prises par les Alliés et qui ont supplanté les images clandestines, qu'elles ont provoqué, je le cite, une effraction généralisée de l'horreur. Ce qui est assurément le cas. Ma seule nuance à l'égard de sa formulation concerne un troisième corpus, non plus celui clandestin, non plus celui des Alliés, mais celui des photographies prises par les bourreaux eux-mêmes, et qui, pendant la période nazie, ces photographies ont été largement diffusées au sein de la population allemande, sans être publiées pour autant. Je parle donc, moi, d'une infraction généralisée de l'horreur qui précède l'effraction qu'étudie Ophir. Les artistes, quant à eux, n'ont pas toujours usé de ces images sources devenues des images seuil, en distinguant nettement leurs origines. Mais il est un fait qu'ils ont peint d'après elles, que ce soit immédiatement après Auschwitz, comme Corrado Cailli, que ce soit quelques années plus tard, comme Gerhard Frankl, ou encore très récemment, et c'est sans doute plus connu, comme Gerhard Richter cette fois.
avec dans chacun des cas des degrés très variables d'explicitation des images sources sur lesquelles ils se fondaient, et des degrés très variables aussi d'indiscernabilité dans le rendu de leur traduction graphique, puisque Richter s'inspire de ces photographies-là. Dans tous les cas, ce qui frappe, c'est que ces artistes ont très tôt cherché à faire le départ, comme on dit, de ces images et à travers elles de l'événement. D'où ce troisième chapitre intitulé « Départ ». Alors je ne veux pas dire du tout qu'ils s'en sont détournés, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Il peut y avoir des tours, c'est même le sens d'un départ, mais pas en l'occurrence pour se détourner de l'événement, davantage pour se retourner sur lui. Pour être un peu schématique, je dirais qu'il y a eu, entre le milieu des années 1940 et le milieu de la décennie suivante, des départs relatifs et des départs radicaux. Relatifs sont par exemple les départs de Francis Gruber, comme dans ses otages, aussi intitulés Les cadavres. Relatifs également, même si c'est peut-être et sans doute plus radical, Les otages et l'écorché de Jean Fautrier. Relatifs enfin, toujours dans l'immédiate après-guerre, Le charnier, que peint Pablo Picasso en 1944-1945. La postérité accordée au charnier est très significative si on la compare à celle de Guernica. Alors les causes en sont diverses et pour nombre d'entre elles externes aussi bien aux deux œuvres qu'aux deux événements auxquels elles se rapportent, mais elles me semblent aussi tenir à des raisons internes, c'est-à-dire au choix formel effectué par Picasso. Dans Guernica, que je commente dans le premier tome, il y a un cri, des cris, là où le charnier demeure silencieux. Un silence visuel en partie imputable à l'aspect inachevé, désœuvré de l'œuvre elle-même. Or le silence, pour parler comme Emmanuel Levinas, a quelque chose d'intraitable. Il est difficile, délicat d'interpréter le silence, mais je crois qu'on se tromperait en y voyant qu'un mutisme, que ce mutisme soit délibéré ou subi. Comme souvent, c'est aux commentateurs chronologiquement les plus proches de l'événement qu'il revient d'avoir saisi de la manière la plus perspicace le sens de ces silences. Je pense en l'occurrence à ces remarques d'Alfred Barr, formulées par lui en 1946 lorsqu'il fit l'acquisition du charnier pour le compte du Museum of Modern Art qu'il dirigeait depuis sa création. Voilà ce que dit Alfred Barr au sujet du charnier. Guernica était une image du destin. Ces symboles dépassaient le sort de la petite cité basque pour prophétiser Rotterdam et Londres, Kharkiv et Berlin, Milan et Nagasaki, notre âge des ténèbres. Dans le charnier, il n'y a pas de symbole et peut-être pas de prophétie. Ces figures sont des faits. Les cadavres cireux et faméliques de Buchenwald, Dachau et Belsen. La fureur et la violence déchirante qui rendent tolérables les agonies de Guernica sont ici réduites au silence. Pour l'homme, la femme, l'enfant, ce tableau est une pietà sans douleur, une mise au tombeau sans lamentation, un requiem sans apparat. Autrement dit, les corps détruits de Guernica étaient représentables bruyamment et ce bruit et cette fureur rendaient même les agonies qui y figuraient tolérables. Les corps disparus d'Auschwitz imposent le silence et ce silence a quelque chose d'intolérable. C'est pourtant cette forme particulière de silence que me semble investir une toute autre peinture, une peinture qui a, quant à elle, opéré vis-à-vis d'Auschwitz un départ radical. Je veux parler de la peinture abstraite états-unienne, qui découvre ses formes dans ces années 1945-1948, qu'il s'agisse du dripping de Jackson Pollock, du chatoiement de Mark Rothko ou de la ligne verticale de partage de Barnett Newman de One Man. Alors longtemps, l'histoire de l'art a privilégié une interprétation ahistorique de ces abstractions, mais au prix de sa propre ahistoricité, c'est-à-dire en considérant l'émergence de ces formes abstraites hors de tout contexte historique, en s'épargnant toute recherche généalogique qui ne fut pas interne aux formes qu'élaboraient ces peintres. Alors je crois qu'on en est revenu depuis quelques années, parce que cela impliquait de passer par pertes et profits non seulement les trajectoires individuelles de ces peintres, l'anarchisme de Pollock ou de Newman, la judéité de ce dernier et celle de Rothko, mais leurs propres écrits, notamment chez Barnett Newman. C'était de surcroît se priver de comprendre le sens des dialogues que ces peintres entretenaient avec l'Europe en général au profit d'une vision concurrentielle qui, si elle avait sa légitimité, n'était pas légitime en revanche à devenir exclusive.
Ce faisant, on négligeait les dialogues aussi fructueux que critiques que ces peintres entretenaient avec leurs confrères européens, Pollock avec Picasso, Rothko avec André Masson ou Newman avec Alberto Giacometti. À ce sujet, il n'est pas indifférent que Newman ait découvert sa ligne verticale, son zip comme on le qualifia ensuite, au terme d'une très longue et très systématique recherche visant à repartir de zéro, comme si la peinture n'avait jamais existé, selon ses propres mots. Et cela quelques semaines après qu'il eut tiré son chapeau, c'est encore Newman qui parle, à Giacometti, lorsqu'il découvrit sa première exposition monographique d'après-guerre à la Pierre Matisse Gallery de New York, début 1948. Le catalogue était alors préfacé par Jean-Paul Sartre, et comme pour Alfred Barr, il vaut d'en citer un extrait. Sartre écrit « Horace Corsi, quelque chose est arrivé. Sortent-ils d'un miroir concave, d'une fontaine de jouvence ou d'un camp de déportés? Au premier regard, nous croyons avoir affaire au martyr décharné de Buchenwald. Mais l'instant d'après, nous avons changé d'avis. Ces natures fines et déliées montent au ciel, nous surprenons tout un envol d'ascension, d'assomption. Elles dansent, ce sont des danses, elles sont faites de la même matière raréfiée que ces corps glorieux qu'on nous promet. Et quand nous sommes encore à contempler cet élan mystique, voici que ces corps émaciés s'épanouissent. Nous n'avons plus sous les yeux que des fleurs terrestres. » À sa manière, l'évolution de ce passage de la recherche de l'absolu, puisque tel est le titre que Sartre a donné à ce texte, qui a immédiatement paru en français dans les temps modernes, cette progression exprime par anticipation l'évolution de la réception de l'œuvre de Giacometti. D'abord, ces figures font songer à des silhouettes de déportés, puis, au terme d'une série de métamorphoses, elles s'apparentent à des fleurs. Alors je ne crois pas m'avancer inconsidérément en disant que pour la plupart d'entre nous, les figures de Giacometti n'évoquent pas celles de déportés, et moins encore leurs souvenirs. Mais je ne crois pas non plus que nous soyons si surpris d'apprendre qu'elles puissent aussi être regardées comme telles. Il est un fait connu des spécialistes comme des amateurs de Giacometti que ces figures subissent elles aussi un changement profond et systématique à partir de la fin des années 1930 et plus encore au mi-temps des années 1940. Qu'il y ait là l'effet d'une crise personnelle, comme on le dit souvent, est certainement indiscutable. Mais peut-être serait-il bon de se demander dans quelle mesure cette crise personnelle rencontre et coïncide avec une crise historique. Comment et pourquoi tant d'observateurs jugent l'image qu'a produite Giacometti de la figure humaine si juste par rapport à notre temps, qui est bien, à minima d'un point de vue chronologique, le temps d'après Auschwitz. S'il est si difficile néanmoins de regarder les figures de Giacometti au regard d'Auschwitz, c'est précisément parce que celui-ci est le premier non pas simplement à faire le départ, mais à enclencher à partir de là une marche qui s'éloigne effectivement d'Auschwitz. Son célèbre Homme qui marche, dont la première version remonte à 1947, devient en ce sens une figure exemplaire et presque littérale de ce mouvement d'éloignement des arts par rapport à l'événement. À mon sens, si on a quelque peu oublié cette liaison qu'implique le d'après de l'art d'après Auschwitz, c'est précisément parce que cet art, à maints égards, est aussi devenu un art d'après Giacometti. Mais là, j'anticipe sur le troisième tome. Alors, je reviens au deuxième, et je me dois de préciser que le chapitre intitulé « Marche » commence par Giacometti et se poursuit et se conclut avec deux autres artistes, deux autres peintres. Francis Bacon, en premier lieu, dont les premières œuvres conservaient de lui datent elles aussi des années 1944-45. Alors bien que les trois études pour des figures au pied d'une crucifixion soient a priori moins aisément référençables à Auschwitz, ceux qui découvrirent le triptyque en 1945 y pensèrent immédiatement. Et puis, cette immédiateté s'est d'une certaine façon médiatisée avec le temps, et parfois les mêmes commentateurs ont fait évoluer leur critique dans un sens en tout point comparable à l'évolution décrite par Sartre dans le cas de Giacometti. Outre les trois études, la section que je consacre à Bacon porte sur sa série d'après une peinture exécutée par Vincent van Gogh à l'été 1888, détruite pendant la guerre, intitulée « Le peintre se rendant sur le motif » ou « Sur la route de Tarascon ». Il s'agit à ma connaissance du seul autoportrait en pied de Van Gogh, autoportrait qui a hanté Bacon et qu'il a d'une certaine façon continué sur un mode spectral. Cette résurgence d'un spectre, des spectres,
n'est en définitive pas très éloignée de celle du D-Book, dont je rappelais l'association au début de mon propos, en sorte que si la figure disparue de Van Gogh peut être tenue pour le D-Book de Francis Bacon, il faudrait ajouter qu'elle l'est devenue dans sa peinture en portant et emportée par le D-Book des figures disparues à Auschwitz. Mais il est un dernier artiste par lequel j'ai entamé cette recherche il y a près de 20 ans maintenant, sur lequel je conclus ce dernier chapitre et par lequel je souhaiterais aussi conclure mon intervention, qui suggère, cet artiste-là, peut-être avec plus d'évidence encore, que les figures contemporaines ont pour D-Bookim les cadavres d'Auschwitz. C'est évidemment Zoran Muzic, dont le musée s'apprête à exposer au début de l'année prochaine une peinture de sa série « Nous ne sommes pas les derniers », récemment donnée, et je l'espère aussi quelques-unes des gravures que le musée conserve déjà dans ses collections. Comme certains le savent peut-être, Muzic réalisa des dessins à Dachau où il fut déporté, et puis il oublia, entre guillemets, ses dessins de cadavres jusqu'à la fin des années 1960, avant que ceux-ci ne ressurgissent dans son œuvre avec la série à laquelle je viens de faire référence. D'une autre façon que Bacon, et à un degré différent aussi de Giacometti, ne serait-ce que parce que la généalogie cadavérique, pour le dire ainsi, y ressort plus nettement, les figures de Muzic actent leur propre disparition, en même temps qu'elles signifient leur dispersion dans l'art d'après. La disparition affecte en effet non seulement les figures de Nous ne sommes pas les derniers, mais aussi ses paysages, ses vues de Venise, son propre portrait, comme celui de la peintre Ida Barbarigo, qui fut sa compagne. Elle touche aussi ses propres marcheurs, qui pourraient être de lointains compagnons de route du marcheur de Van Gogh et des fantômes de la route de Bacon. Muzic les a nommés les viandanti, les cheminots, dirait-on en français, des wanderers, moins le romantisme que l'allemand attache à ce mot, des hommes senza fissa dimora, comme Muzic se définissait lui-même. Eux aussi marchent, ce sont des marches, comme Sartre dit des figures de Giacometti, qu'elles sont des danses. En marchant, elles s'éloignent d'Auschwitz, en marchant, elles y retournent aussi. Et même lorsqu'elles avancent, quelque chose d'elles les retient ailleurs, comme Charlotte Delbo ou Chaya Stoïka disent qu'elles n'ont jamais vraiment quitté Auschwitz, bien que tout d'elles disaient, depuis leur libération respective, qu'elles y avaient survécu, que tout d'elles s'adressait à la vie, aux vivants, même et peut-être surtout dans le souvenir des morts. Aussi Delbo comme Stoïka, comme les autres figures de marcheurs et de marcheuses, ont-elles progressé d'après Auschwitz, à la manière dont Michel Nedjar peint ces visages convoqués, et que Leib Rohrmann décrit dans son récit éponyme, à pas aveugle de par le monde. Je vous remercie beaucoup et je serai heureux de répondre à vos questions à présent. Si vous en avez. Bonsoir pour cette présentation vraiment passionnante. Je vais vous poser une question et excusez-moi par avance que je n'ai pas lu vos deux ouvrages. Donc, le deuxième, c'est normal, il sort qu'après-demain. Eh ben, très bien. Voilà. Le premier, c'est un scandale, mais le deuxième, c'est normal. En tout cas, je n'ai lu aucun des deux. Donc, excusez-moi pour cette question. Non, je vous en prie. C'est une question très simple, je crois, de méthodologie. Enfin, la question est simple, la réponse certainement beaucoup moins. Sur la détermination du corpus à partir duquel vous avez travaillé, si vous pouvez nous en dire quelques mots. Oui. Alors, au tout début, donc il y a longtemps maintenant, au tout début, c'est parti d'un étonnement en découvrant dans un contexte qui était pas du tout, qui était un contexte artistique, mais pas du tout un contexte muséal, en découvrant une œuvre de Zoran Muzic qui s'intitule L'homme brisé et qui figure en frontispice en quelque sorte du premier volume. Et je l'ai découverte, cette œuvre, par hasard, en me promenant, c'est très chic, à la FIAC, du temps de la FIAC, il y a longtemps. Et j'étais très étonné par cette œuvre et je suis allé voir la galeriste, qui je pense, n'était pas la galeriste, et je lui ai demandé des informations et elle m'a dit c'est 40 000 €. Donc, j'ai dit mais c'est pas ça, c'est pas ce type d'information-là que je recherche. Et donc je savais pas du tout, je connaissais pas Muzic, je savais pas, voilà.
Et donc j'ai fait des recherches, naturellement. J'ai lu le livre de Jean Clair très rapidement. Et puis j'ai commencé à me rendre compte que peut-être la façon de peindre la figure humaine de Music n'était pas, comme on dit de manière très pédante, idiosyncrasique. Que peut-être voilà, elle entretenait des liens avec les figures de Giacometti, que je connaissais évidemment par ailleurs, et que peut-être de fil en aiguille, on pouvait s'apercevoir que la figure humaine telle qu'elle apparaît depuis Auschwitz, ou d'après Auschwitz, puisque c'était ensuite l'hypothèse à formuler, était radicalement différente de celle d'avant. Je n'ai pas parlé de la Première Guerre mondiale, mais les corps détruits de la Première Guerre mondiale, tels qu'on les voit chez Otto Dix ou Max Beckmann, que je commente dans le premier tome, sont des corps détruits, ce ne sont pas des corps disparus. Et donc, de fil en aiguille, j'ai recherché en quelque sorte les figures disparues, les figures de la disparition, avec dans l'idée que, enfin, tel qu'un peu que je l'exprimais auparavant, c'est-à-dire pourquoi on ne s'étonne plus de voir des corps représentés comme cela. Alors toujours avec cette, là d'un point de vue méthodologique, il ne faut pas faire ça, mais l'idée de, c'est un étranger radical à notre pays, à notre continent, arriver et voyez certaines œuvres de nos musées, il se dirait peut-être à cette culture-là, à ce peuple-là, à cette civilisation, quelque chose est arrivé, comme dit Sartre. Mais quoi? Et donc petit à petit, c'est comme ça que s'est constitué le corpus, d'une manière qui n'est pas très orthodoxe, parce qu'elle, comme dirait l'autre, elle était aléatoire raisonnée. Voilà. Donc, et puis elle était elle est très vite devenue très vaste aussi. Très très vaste. Et voilà. Et en plus, à partir d'un moment, il faut aussi élaborer un contre-corpus. Vous voyez, c'est-à-dire... ça, c'est ce dont je parle dans le troisième tome, que vous n'avez pas lu non plus, parce que là, il n'est pas du tout sorti. Dans le troisième tome, j'essaie d'expliquer qu'il y a des œuvres qui sont des œuvres qui montrent des figures mémorieuses, qui est étrangement un terme pas tellement français, enfin, qui existait autrefois, mais qu'on n'utilise plus du tout, et que j'ai retrouvé par hasard dans l'espagnol de Borges, Funes el Memorioso, qui est traduit en français par Funes ou la mémoire. C'est intéressant. Alors que oublieux, on l'a gardé. Et donc le contre-corpus, ce serait des œuvres oublieuses. Parce qu'il y a beaucoup de figures humaines représentées aujourd'hui qui le font dans l'insouci ou dans le sans-gêne d'Auschwitz ou de la mémoire en général. Ça, c'est pas... Voilà. Donc c'est vrai qu'à un moment, il fallait circonscrire un corpus beaucoup plus restreint que ce qu'on imagine être la figure dans l'art contemporain, de manière très générale. Je vous en prie. Il y avait une expo très intéressante à Saint-Étienne, je ne me souviens plus très bien, ça devait être en 89 ou 90, qui s'appelait l'écriture griffée, oui, et qui parlait du corps obtenu par soustraction après la guerre. Et c'était vraiment une des premières expos où on parlait du corps après la guerre, après Auschwitz. C'était à petits pas, mais c'est vrai que c'était un premier pas très important dans la perception du corps de l'après-guerre et d'après Auschwitz. C'était une expo magnifique. C'était Bernard Cesson. Bernard Cesson, oui. Ben, c'est vraiment, ça a été rappelé un peu au moment de la monographie au Centre Pompidou sur Germaine Richier, quand elle dit... Voilà, donc les deux figures, mais vous voyez, on peut faire une généalogie internaliste, c'est-à-dire deux élèves de Bourdelle, donc ça viendrait de Bourdelle, et puis un peu plus externaliste, mais chez Richier le dit explicitement, c'est-à-dire elle dit explicitement, on est sorti de la guerre et on avait des visages griffés, et cette notion de griffure, elle est très très présente après la guerre. Et là, c'est pour ça que je me permettais de présenter des commentaires de commentateurs proches de l'événement, comme Alfred Barr, proche historiquement, Alfred Barr n'était pas en Europe, mais ou comme Jean-Paul Sartre, parce qu'il y a eu un moment, et je crois que ce moment, là, c'est pas des bornes très précises, mais disons 45-55, il y a eu un moment, ou 45-48, je dirais, mais un moment où on a compris
que quelque chose s'était altéré au sens... voilà. Et cet aspect-là a ensuite en partie disparu, enfin s'est dilué en tout cas. Mais encore une fois, j'y insiste, quelque chose qui se dilue, ça se diffuse aussi, donc ça infuse, toutes les métaphores peuvent être sollicitées, mais voilà, ça s'est en partie dilué dans le nouveau réalisme en France à partir du début des années 60, dans le pop art au Royaume-Uni puis aux États-Unis, enfin, voilà. Mais je crois qu'il y a eu une conscience que quelque chose était arrivé, encore une fois, dans les corps. Et quand tu parlais, Nathalie, de l'épargne, ça c'est quelque chose qui est assez fascinant, c'est-à-dire le nombre d'artistes, et Giacometti évidemment, mais qui, comme on dit techniquement, épargnent le support pour la gravure ou le réserve, c'est-à-dire ne peignent pas tout. Et il y a dans l'art d'après Auschwitz quelque chose de presque transversal qui est la notion de désœuvrement, c'est-à-dire ce sont des œuvres désœuvrées qui ne sont pas finies au sens académique du terme fini. Il y avait un aspect très inattendu dans votre présentation, c'est l'évocation de la peinture américaine de l'après-guerre. Vous pouvez développer un petit peu, enfin y revenir? Ben oui, alors ça je veux bien, merci beaucoup, parce que en fait j'ai commencé à me poser la question, pas à partir des œuvres cette fois, directement, même si One Man de Newman m'a très vite hanté, mais à partir de la figure de Clément Greenberg. Donc pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Clément Greenberg, c'est le grand critique d'art états-unien de l'après-guerre, une sorte de pape prescripteur de l'école de New York, et qui a développé précisément une théorie de la peinture, exclusivement de la peinture, mais une théorie de la peinture hyper internaliste, pour le dire rapidement, et donc complètement ahistorique ou déshistoricisée. Et je me demandais quand même, à un moment, si Greenberg s'était pas intéressé, en tant que juif américain, et surtout en tant que quelqu'un qui, en 1939, a écrit Avant-garde and Kitsch, qui essaye d'expliquer que le kitsch est un moyen pour un dictateur comme Hitler de rester en contact avec son peuple. Et donc, je me disais, voilà, avant qu'il soit internaliste, peut-être qu'il avait... Et j'avais rencontré, quand j'avais fait des recherches à Washington, un historien d'art sur place qui avait connu Greenberg, et il m'avait dit, ce qui est sûr, c'est que vous ne trouverez pas un mot de Greenberg sur Auschwitz. Donc évidemment, par esprit de contradiction, je m'étais dit, je vais quand même trouver ça m'étonnerait. Et évidemment, j'ai trouvé très rapidement, parce que la revue Commentary, qui est très différente à l'époque de ce qu'elle est aujourd'hui, était une revue qui justement essayait de tenir compte d'Auschwitz. Et Greenberg y a écrit. Sauf que Greenberg, comme Henri Matisse par exemple, considère que les malheurs de ce type-là appartiennent à la littérature, pas à la peinture. Donc, quelque part, il y a une séparation absolue entre les deux. Et la question, mais qui là, cette fois, vient aussi de l'exposition Repartir à zéro au Musée des Beaux-Arts de Lyon en 2008-2009, peut-être. La question, c'est justement, comment se fait-il que quelqu'un comme Barnett Newman, en 1943, prenne la décision de détruire toute son œuvre antérieure et de vraiment repartir à zéro? Comment se fait-il que dans ces années-là, Rothko passe par tout un stade assez complexe d'iconographie mythique, d'iconographie chrétienne, pour aboutir à une abstraction? Et donc, comment ces artistes-là ont intégré dans leur peinture l'idée que, d'une certaine façon, la représentation de la figure humaine était compromise, donc l'art européen était compromis, donc il fallait qu'eux, en tant qu'États-Uniens, produisent un départ radical par rapport à la situation en Europe. Et chez Rothko, et peut-être plus encore chez Newman, vous l'aurez compris avec la superposition avec L'homme qui marche de Giacometti, ce qui est très frappant, c'est qu'ils abandonnent la figure humaine en tant que telle, mais ils conservent, ça Newman y insiste énormément et Rothko également, l'échelle. L'idée que la peinture doit être à l'échelle de l'homme. Ce serait l'espèce de relation qu'ils essayent de conserver. Et je crois que, puisque c'est aussi une obsession de Giacometti, la question de l'échelle, je crois que Newman tient aussi de Giacometti cette relation à l'échelle. Ce que je veux dire par là, c'est que Newman essaye de s'écarter le plus possible de cette figure humaine, et quelque part il découvre avec Giacometti, début 48,
qu'il est encore possible de faire de la figuration humaine, mais qu'il faut quelque part, malgré tout, creuser un sillon qui serait radicalement différent. C'est Hélène de Koning, la peintre, qui dit cette phrase incroyable avec Willem de Koning. Nous sommes allés voir l'exposition à la Pierre Matisse Galerie de Giacometti. Nous en sommes ressortis stupéfaits. C'était l'œuvre d'une civilisation tout entière, pas d'un seul homme. Et voilà, peut-être ça c'est important. Alors de quelle civilisation Giacometti serait le représentant? Est-ce que je pourrais vous dire quelque chose de très intéressant à propos de Greenberg? Oui. Et j'ai oublié si c'était 40 ou 50, mais dans le New Criterion, il a traduit le poème de Paul Celan à propos des camps. Donc, beaucoup de gens qui le trouvent complètement moderniste ne sont pas au courant. Et également, j'ai beaucoup étudié, à part mes études sur le sujet, le New Images of Man en 1959. À New York, où il y avait beaucoup d'images faites du côté américain de l'Atlantique à propos de Auschwitz, les camps, et comme Théodore Roszak, les sculptures. Donc, en effet, l'idée de expressionnisme abstrait, c'est un moyen de ne pas voir en effet beaucoup de réponses des artistes juifs, soit de la première ou la deuxième génération aux États-Unis. En effet, quand j'ai découvert la traduction de Greenberg, j'étais complètement époustouflée parce qu'en effet, il est en train de supprimer tout ce côté lui-même. Mais j'ai voulu vous dire que, évidemment, Barr, c'est très très beau ce qu'il a dit à propos du charnier, qui n'est pas rentré que beaucoup plus tard dans les collections. Ah, d'accord. Oui, mais évidemment, à l'époque, c'était entouré des discours communistes quand c'était montré. Oui. Donc, il a les discours de l'époque qui ne sont pas les discours aussi beaux que vous nous avez présentés. Alors, oui, ces discours-là, pas aussi beaux comme vous dites. Oui, la réception du charnier a été, comme celle des otages de Fautrier, extrêmement discutée, notamment côté communiste. Ça, j'en parle un peu dans le livre. Mais je crois que, en fait, ce qui est frappant dans les formulations de Barr sur le charnier, c'est qu'il fait en quelque sorte le compte de ce qui a été perdu en moins de 10 ans dans la peinture d'un même artiste, qui est en quelque sorte inévitable. Et l'artiste est inévitable, et faire le compte l'est aussi de ces pertes. Et donc il y a quelque chose qui m'a, comme le texte de Sartre par ailleurs, qui m'a servi d'un peu de guide, de boussole dans la compréhension de ce rapport entre Guernica d'une part et le charnier de l'autre, et de se demander aussi pourquoi Guernica, encore une fois, a connu une postérité que chacun connaît et le charnier pas du tout. Mais pour revenir sur Greenberg, oui, c'est très... Enfin, je veux dire, d'abord, pour nous en France, il est quand même très peu lu. Il a été tardivement accessible en français, son anglais est compliqué, parfois. Enfin, il y a des néologismes, il y a des choses qui ne sont pas traduites dans les versions françaises de Greenberg. Et oui, à peu près dans n'importe quel colloque, il sert encore de figure au poussoir. Et c'est un peu dramatique, à la fois par rapport à son œuvre, mais aussi par rapport à ce sujet. Excusez-moi, bonsoir. Alors bonsoir. Moi, je vais poser une question un peu maladroite, je suis désolée, mais parce que tous les termes de figuratif, abstrait, etc. me sont pas très familiers. Néanmoins, je voulais savoir, en fait, quelle était la place du regard un peu moral ou moralisateur après-guerre sur justement des peintres juifs, peintres ou artistes qui auraient décidé de faire du figuratif, justement. Quand on voit la façon dont on a pu critiquer la représentation de la Shoah, le fait de montrer l'indicible, et notamment, bien plus tard, on peut penser effectivement à Lanzmann dans ses propos, mais du coup, est-ce qu'il y a certains artistes juifs ou juives qui ont représenté de manière figurative ou qui, dans une forme d'art de la destruction qui ne représente pas le beau selon les critères habituels, ont donc été marginalisés davantage et pas écoutés et aussi silenciés, pour prendre un terme un peu vulgaire,
pour plein de raisons, et peut-être aussi pour une raison un peu contradictoire, mais qui serait peut-être celle du regard moral. Ah ben non, on ne peut pas montrer l'horreur, où il faut mettre un voile dessus, et donc voilà. Je ne sais pas si ça vient clair, mais... Oui, mais c'est qu'il y a beaucoup de questions en fait, dans votre question. Je veux bien, sauf si vous n'êtes pas d'accord, qu'on mette de côté la question de l'irreprésentable ou du représentable, parce qu'elle nous a occupés pendant des années. Je ne pense pas que les termes en étaient très justement posés pour qu'il y ait un débat apaisé sur ces questions-là. Mais oui, la question de l'éthique qu'il y aurait à représenter cela, elle s'est posée très tôt. Et si j'évite le débat dans les termes que posait Claude Lanzmann, c'est parce que c'est un rapport aux images d'archives aussi. Enfin, c'est encore... voilà. Oui, alors il y a les images des Sonderkommando, absolument. Ça, c'est certain. Mais c'est aussi parce que... Enfin, c'est pas une conception ou c'est pas une... Comment dire? Ça ne porte pas tant sur le d'après Auschwitz. Ça porte sur la représentation d'Auschwitz chez Lanzmann. Je ne sais pas si c'est clair. Voilà, quand on parle des photographies des Sonderkommando, ça lui pose un problème, mais il ne parle pas tant en termes d'irreprésentabilité de l'après-Auschwitz. Dans l'immédiate après-guerre, des artistes qui ont représenté Auschwitz, oui, il y en a. J'ai pas l'impression qu'il y a eu... Parce que là, vous parlez de plein de reproches différents, c'est ça? C'est-à-dire un interdit de la représentation, un interdit moral. J'ai pas le sentiment que... Donc, Madame demandait s'il y avait des artistes qui avaient été marginalisés pour ça. J'ai pas le sentiment que des artistes aient été marginalisés pour ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une marginalisation de la figure en général, de la figuration en général à partir de la fin des années 40, du début des années 50. Et c'est ce qui explique aussi que pour des artistes qui ont témoigné plastiquement des camps, explique seulement en partie, ce sont des œuvres qui n'ont pas été beaucoup diffusées. Mais après, à cela, il peut y avoir plein de raisons. Il y a une prégnance à un moment de l'abstraction, qui est incontestable, mais il y a aussi voilà, quelqu'un comme Zoran Muzic met ses dessins dans une boîte. Et il laisse place dans les peintures qu'il fait dans les années 50, par exemple, à des paysages, à des vues de chevaux, à... Je crois que... Oui. Oui. C'est moi. Ah, pardon. Oui, je voudrais ajouter, dans cette irreprésentabilité, il y a l'autocensure des artistes eux-mêmes. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup d'artistes qui ont représenté après Auschwitz, d'après Auschwitz, mais ils ne voulaient pas le montrer parce que, de la même façon qu'on dit, ils ne parlaient pas, que les survivants n'ont pas parlé. Moi, je pense à Shlomo Selinger, qui a fait des dessins fabuleux et qui ont été que très récemment montrés. Il y a Isaac Selniker, il y en a beaucoup d'autres. Il y a Walter Spitzer, ça a été vraiment beaucoup représenté. Sans parler de l'immédiate après-guerre où les gens faisaient carrément du reportage, justement pour montrer ce qu'ils avaient vu, pour témoigner, le côté témoignage. Mais il y a surtout le fait que les artistes eux-mêmes n'ont pas eu la réception qu'ils espéraient et du coup se sont eux-mêmes autocensurés et ont malgré tout créé, parce que ça répondait à un besoin viscéral. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je suis très heureux que vous citiez Shlomo Selinger, puisque je ne sais pas si Eleonore est dans la salle, mais voilà, il y a un projet de présentation des œuvres de Selinger qui est en cours, mais on ne peut pas trop en parler, mais voilà. Donc, je suis très heureux que vous en parliez. Oui, il y a un phénomène d'autocensure, il y a un phénomène d'absence vous parlez du silence, c'est-à-dire ce sont des personnes qui parlent mais on ne les écoute pas. C'est pas tout à fait. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas parlé du tout. Et donc au bout d'un moment, à force de rebuffades et à force de ne pas être écoutés, ils ne présentent plus les œuvres qu'ils font. Par contre, le cas de Selinger est évident. Ils continuent à produire, comme vous dites, Walter Spitzer que j'avais rencontré de son vivant. Pareil, c'est quelqu'un qui était complètement graphomane et c'est pas du tout évidemment un reproche dans ma bouche, mais et voilà, et qui était
comme j'essayais de l'indiquer à la fin avec l'exemple de Chaya Stoïka, donc pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, Chaya Stoïka est une rescapée Romni, elle, des camps, en l'occurrence d'Auschwitz-Birkenau. Il y a eu quelque chose de l'ordre du compulsif à le montrer. Par contre, encore une fois, oui, ne pas arriver, comme on leur demandait, à dépasser cela, à passer à autre chose, etc., fait que ces artistes-là ont été à certains moments marginalisés. Ouais. Et je pense que ça répond un peu plus précisément que je ne l'ai fait à la question que vous posiez. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir si, là, on parle des artistes, des personnes qui se sont retrouvées internées, qui avaient cette compulsion, comme vous dites, ce besoin de créer, soit pour témoigner, soit pour s'exprimer. Est-ce qu'on a connaissance d'un fonds de dessins qui ne seraient pas faits par des artistes, par des dessins maladroits, des dessins malhabiles, faits par des enfants, par exemple, ou des adolescents, ou des personnes qui auraient subi des troubles mentaux, enfin, qui de façon peut-être plus maladive, un peu comme des Gaston Chessac, enfin, ou des personnes qui auraient souffert, ou non, plutôt. Pas malade, Gaston Chessac. Non, je pensais, pardon, à Aloïse. Excusez-moi. Non, mais dans un côté art brut, qui en fait, parce que la souffrance étant forte, ont besoin de se raconter une cosmologie ou de détailler. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des dessins d'enfants, des choses comme ça, des bribes, des morceaux de choses autres? Oui, alors je vais répondre un peu partiellement sans doute, et je pense que certaines personnes pourront compléter ici à la première partie, mais ça va me permettre de préciser une chose que je n'ai pas dite du tout et que j'aurais dû dire. La première, c'est que oui, il existe des fonds importants, iconographiques, que ce soit au Mémorial de la Shoah de Paris, qui n'est pas le plus important, mais il y en a quelques-uns, que ce soit à Washington, au Mémorial de l'Holocauste. Le plus important, à ma connaissance, c'est celui de ce qu'on appelle la Maison des combattants du ghetto, donc Beit Lochamei Agetaot à Acre, à Akko, en Israël, qui a été fondé par des rescapés du soulèvement du ghetto de Varsovie et qui s'est très vite doté d'un musée à l'époque qui a collecté Myriam Novitch, qui a collecté en fait un peu partout en Europe des dessins. Et les critères de Myriam Novitch n'étaient pas des critères artistiques. C'est-à-dire elle ne collectait pas des œuvres qui avaient une valeur artistique. Elle collectait des œuvres qui avaient une valeur testimoniale. Alors c'est pareil, peut-être qu'on en a un peu soupé, vous voyez, des débats sur quelle est la part de testimonial, quelle est la part d'artistique dans une œuvre, mais ça me permet en quelque sorte de préciser ma réponse. C'est-à-dire que il y a plusieurs choses. Les corpus constitués n'obéissent pas à des critères, encore une fois, esthétiques ou artistiques. Les auteurs de ces œuvres n'ont pas nécessairement non plus des qualifications antérieures à la réalisation de dessins. Alors, ce n'est pas le cas de Muzic. Muzic a fait les Beaux-Arts de Zagreb avant. Ce n'est pas le cas de Léon Delarbre, qui était conservateur au musée de Belfort et qui avait des notions de dessin. Mais c'est le cas, par exemple, de quelqu'un comme Yehuda Bekon, qui est très jeune quand il est déporté à Auschwitz-Birkenau, qui est toujours vivant, qui est un rescapé et qui se met à dessiner à cette période-là. C'est le cas aussi d'une œuvre stupéfiante que Nathalie connaît de Józef Szajna, qui est un courrier de la résistance polonaise, qui devient ensuite un metteur en scène en Pologne et dessinateur, mais qui n'est pas dessinateur sur place. On a des cas d'enseignement, de transmission à l'intérieur de certains camps, dans certaines configurations. À mon sens, il y a eu parfois aussi, ça a été le cas pour Muzic, ça a été le cas aussi beaucoup pour Boris Statlicki, qui a été exposé ici et qui a eu une rétrospective à la piscine de Roubaix. Il y a aussi une délégation technique. C'est-à-dire, toi qui sais peindre, on va te fournir le matériel. Là, je parle de Buchenwald, hein, vous comprenez, je ne parle pas d'autres centres de mise à mort, enfin pas de centres de mise à mort du tout, ou de camps de concentration. Mais voilà, il y a, pour que tu témoignes. Alors, ça pouvait être aussi pour le divertissement, c'est-à-dire ça peut être le portrait
ça peut être des dessins grivois, ça peut être des moqueries sur les capots, il y a plein de cas de figure. Il y a tout un corpus aussi très important, qui est le corpus de commande par les SS, ou par les capots, qui voulaient des paysages, qui voulaient des copies de Rembrandt, qui vont permettre parfois à des déportés, je pense à Charlotte Bourré-Chauvin par exemple, de survivre, parce qu'elles vont être identifiées comme ayant un talent de copiste. Voilà, donc il y a vraiment d'innombrables cas de figure. Ce qui a changé depuis pas longtemps, c'est le regard que nous, on porte sur ces dessins. C'est-à-dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on pouvait encore entendre des historiens dire qu'il n'y a pas eu de dessin fait à Auschwitz-Birkenau, au moment même où on venait d'éditer le carnet de croquis d'Auschwitz. Il y a aussi l'idée, qui est plus du côté, non pas des historiens, mais de chez moi, des historiens d'art, c'est pas de l'art, ça ne regarde pas. Moi, j'ai édité un corpus il y a un moment, il y a 10 ans. Oui, dans le premier volume de Témoigner par l'image, j'avais édité un corpus de dessins qui ont été réalisés autour du centre de mise à mort de Sobibor. 14-15 dessins qui ont été réalisés par un anonyme, on ne sait absolument pas qui c'est, qui avait collecté Myriam Novitch, dont je parlais. Et quand je les avais découverts au musée des combattants du ghetto, j'étais accompagné, je ne sais absolument pas pourquoi il était là, mais enfin, j'étais accompagné par un galeriste de Tel Aviv, qui devait être quelqu'un que je connaissais, et on ouvre le corpus, et il prend les dessins et il fait comme ça. C'est pas de l'art, c'est pas de l'art. Je me dis, qu'est-ce qu'il fait ? Et en fait, il ne regardait absolument pas les dessins, parce que ça n'avait pas de valeur artistique. Alors qu'à les regarder en détail, oui, c'est pas du Picasso, bon, très bien. Mais une fois qu'on a dit cela, à les regarder en détail, il y a un savoir technique du dessin qui transparaissait dans les dessins. Et puis tout de même, l'un de ces dessins est, à ma connaissance, la seule représentation graphique de l'entrée du centre de mise à mort de Sobibor. Donc c'est pas négligeable d'un point de vue historique. Une sensibilité, et puis surtout, par exemple, une chose toute bête, mais quand vous lisez Saul Friedlander ou Raoul Hilberg, ils indiquent tous les deux qu'il y a très très peu de tentatives d'évasion lors des convois. Quand vous regardez ces dessins, il y a 3 tentatives d'évasion qui sont documentées sur ces dessins. Les 3 ont échoué. Et par conséquent, personne ne peut témoigner d'une tentative d'évasion qui a échoué. Donc ça change tout de même un tout petit peu le regard sur les tentatives d'évasion. De la même façon pour les rébellions, le carnet de croquis d'Auschwitz qui a été édité, qui est là aussi anonyme, l'anonyme MM, on ne connaît que ses initiales, il montre une scène sur le chemin vers les chambres à gaz de rébellion. A priori, cette rébellion a échoué et personne n'en a témoigné, certainement pas les SS. Donc les dessins peuvent aussi dire autre chose, apprendre autre chose aux historiens qui n'est pas mentionné par les documents administratifs, les comptes rendus ou par les témoignages. Est-ce qu'il y avait des dessins d'évasion oui, non, on trouve ça chez Jean Quérol. Jean Quérol témoigne de cette idée de l'évasion mais Quérol, lui, rêve de couleurs. Il rêve d'un certain bleu qu'il a perdu. À mon sens, j'en ai plus trouvé, parce que toute une partie de la première partie du deuxième livre, j'essaie de recenser dans la littérature de témoignage, donc pas dans les dessins, juste dans la littérature de témoignage, toutes les fois où les déportés font référence à des œuvres d'art plastique. Mais chez tout type de témoignages, ça peut être des journaux comme Ringelblum, ça peut être un témoignage a posteriori comme chez Charlotte Delbo par exemple. Et en fait, on sent dans ces témoignages qu'il y a une volonté de retrouver le monde d'avant à travers les tableaux. Il y a un texte très 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 étonnant qui est assez facile, je crois, à trouver, très court, de François Le Lyonnais, un des fondateurs de l'Oulipo, merci, qui s'intitule La peinture à Dora, et qui est assez incroyable parce que c'est une sorte de, si vous avez lu Si c'est un homme de Primo Levi, c'est une sorte d'équivalent de ce que fait Primo Levi avec Jean-Samuel Piccolo, mais quand il lui enseigne Dante, enfin quand il lui explique Dante,
Et là, François Le Lyonnais explique à Jean, qui n'a pas survécu, lui, à Jean, la peinture. Et donc, il lui fait, à chaque appel, il lui fait l'histoire de l'art. De Jan van Eyck, que j'ai montré, jusqu'à Marcel Duchamp. Ah oui, là, on passe à autre chose. Ah ben là, je sais pas. Oui, mais enfin non, je suis pas sûr. Oui, mais là, c'est à une personne réelle qui l'explique l'histoire. Ah, d'accord. Oui, structurellement, oui. Paul, si vous permettez, oui, puisqu'on est au musée d'art et d'histoire du judaïsme, je voulais juste compléter ce que vous avez ébauché à l'instant. En effet, il y a eu l'exposition de Nathalie Hazan, Boris Tazlitsky, L'arme du dessin, il y a maintenant quelques années, qui a été complétée par un accrochage dans la chambre du duc d'un ensemble d'une dizaine de dessins donnés par Evelyne Tazlitsky, qui viennent donc des dessins que Tazlitsky a fait à Buchenwald, donc 2 portraits qui sont tout à fait stupéfiants par la technique, parce que sur du très bon papier, avec de très bons crayons, j'ai envie de dire. Les autres sont des plus petits dessins. Il y a en ce moment, dans les combles, dans l'accrochage Nouvelle Venue, un ensemble un carnet des dessins et des lithographies d'après ces dessins de Sonia Steinschapir fait dans le camp de Mérignac-Beaudésert pendant l'occupation, où elle a été internée avec des Roms, et c'est principalement d'ailleurs des Roms qu'elle a croqués, si je peux dire. Elle a pu s'évader ensuite, et à partir de ce carnet de dessins, elle a réalisé des lithographies pendant l'occupation à Paris, sans d'ailleurs qu'on ait réussi très bien à documenter comment. C'est tout à fait c'est une situation techniquement assez singulière. Mais surtout, pour répondre à monsieur à l'instant, on a pu acquérir par souscription, il y a 3 ans, je crois maintenant, un ensemble de 16 dessins d'Avigdor Arica, réalisés alors qu'il était enfant, 13 ou 14 ans, on ne sait pas très bien, au camp de Mogilev-Podolski, en Transnistrie, où il était interné avec sa mère et sa sœur, et qui sont des documents sur le camp qui sont tout à fait stupéfiants et uniques. On peut les voir sur le site internet du musée. Merci beaucoup. Et je rebondis juste sur Arica, puisque c'est assez stupéfiant quand on le lit, que pour lui, la peinture... Je m'inspire beaucoup d'un passage en fait où il dit qu'est-ce qu'il reste de la peinture néerlandaise de la guerre de 80 ans, qui est une des questions que se pose Arica, et il dit quasiment rien, mais l'expression qu'il utilise, c'est peau de chagrin. Et vous vous en doutez, attraper la peau de chagrin au vol, parce qu'effectivement il y a ce côté-là dans ce qui reste de la peinture, puisque le premier volume s'ouvre sur un texte de Thériade, le critique d'art Thériade, un texte qui me semble fondamental, qui s'intitule « La peau de la peinture ». Et il explique que la peinture est une peau et qu'elle s'est transformée sous l'effet de l'art moderne. Et Arica parle de la peau de chagrin, de ce que serait le fait de peindre une pomme, dit-il, pendant la guerre de 80 ans ici. Pour poursuivre sur les expositions qu'on a pu présenter ici, évidemment, je pense à l'exposition de l'œuvre de Marian en 2015, donc, dont le commissariat était assuré par Nathalie Hazan-Brunet, qu'on ne cesse de citer ce soir. Et c'est vrai que ces expositions nous accompagnent encore, et je pense qu'elles nous ont accompagnés dans la réflexion de ce que pouvait être l'art après Auschwitz, justement. Et donc, est-ce que, parce que moi aussi, malheureusement, j'ai pas eu le temps de lire tout le 2e tome, est-ce que Marian fait partie de votre corpus? Et si oui, en quels termes? Marian est vraiment très difficile à aborder, parce que, en fait, ce qui est... je sais pas comment l'expliquer, mais je vais faire un grand détour. Normalement, on va comprendre que je reviens. À un moment, dans les textes qu'il écrit sur la musique, Théodore Adorno écrit de Gustave Mahler qu'il porte à son comble la peinture classique jusqu'à la faire craquer. La peinture classique, la musique classique, jusqu'à la faire craquer. Et Marian, ce serait un peu ça, c'est-à-dire qu'il porte à son comble le disparate jusqu'à passer outre le disparate. C'est-à-dire on est au-delà de Goya, au-delà de la violence goyesque. Et c'est pour ça que j'ai du mal à l'appréhender, je vous le confesse, parce qu'il a...
il y a des choses, il y a des cernes quand ils représentent par exemple des chiens, des animaux en général. Il y a des choses qui s'apparenteraient à des figures disparues, mais ça reste extrêmement disparate. Et ça, c'est un phénomène qu'il est difficile d'appréhender, mais enfin, qui est difficile, c'est pas très compliqué non plus, mais beaucoup des artistes dont je parle sont partagés entre une forme de hantise et une forme de nostalgie. C'est-à-dire, ils conservent la nostalgie de la peinture d'avant, mais ils sont hantés par la situation actuelle. Et donc, ils se trouvent dans une situation qui est parfaitement inconfortable, vous en doutez. Alors, ça peut prendre des formes un peu caricaturales, comme chez Gerhard Richter ou Anselm Kiefer, quand ils n'arrêtent pas de faire des références à Caspar David Friedrich, en disant « mais moi, je voudrais faire du Caspar David Friedrich, mais je ne peux plus ». Tant pis. Vous voyez cette espèce de chose. Donc, j'ai la nostalgie de la peinture d'avant. Je préviens tout de suite que dans le cas de Kiefer, ça devient, à mes yeux, extrêmement problématique. Ça, je l'en parle beaucoup dans le volume 3, parce qu'il me semble justement qu'il y a une entreprise de sauvetage et de réhabilitation de la peinture d'avant qui dit quelque chose sur le regard qu'il porte sur Auschwitz, et qui me paraît être problématique ici. Mais de manière générale, et là, voilà, pour revenir à Marianne, ce serait comme s'il avait la nostalgie de Goya, mais je ne crois pas qu'on puisse avoir la nostalgie de Goya. Vous voyez, la nostalgie de Friedrich, je vois, mais du coup, il va porter Goya à un point où ça ferait craquer Goya même, et où ça le fait craquer lui, Marian lui-même. Et Bacon. Si je peux répondre à monsieur, revenir un petit peu en arrière, oui. Je confirme tout à fait ce que vous avez dit. Les productions dans les camps étaient très disparates, très divers et variables d'un camp à l'autre. C'était encore très différent dans les ghettos, où là, on avait aussi des dessins d'enfants. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est toujours bien fait. Parce qu'à l'époque, on prenait encore des cours de dessin. Maintenant, il y a une certaine habilité qu'on a perdue, mais qu'à l'époque, on est étonné, on a l'impression... Enfin, moi, j'ai vu des choses où j'avais l'impression que j'étais en face de travaux de professionnels, mais pas du tout. Pas du tout. Les gens savaient encore dessiner, peindre à cette époque-là. Et en ce qui concerne l'évasion que vous avez suggérée, oui, il y avait des choses comme ça, quand ils peignaient de la nourriture, quand ils peignaient des paysages, quand ils faisaient des petits meubles de poupées, des lits très confortables, des petites armoires, etc., quand ils étaient dans les camps de transit, tout ça témoigne d'une volonté d'évasion, de récupérer, de se réapproprier ce qui manque le plus. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Merci. Oui, encore moi, pardon. J'ai trouvé très intéressant le propos que vous avez relayé sur une espèce de répartition de compétences, de la charge de parler d'Auschwitz, d'après Auschwitz, entre la littérature et la peinture. C'est une notion, une réflexion que je n'avais pas vraiment imaginée et que j'ai trouvée très, très intéressante. Et je me demandais, dans ce sillage-là, quel sort vous aviez réservé dans votre propre réflexion à la bande dessinée. Évidemment, je pense à Art Spiegelman et à Maus. Est-ce que vous l'avez davantage assimilé au genre littéraire ou au genre pictural, si vous êtes penché sur la question? Non, là, vous pointez de la faiblesse totale, le côté vieille perruque de l'historien d'art, voilà, qui non. qui n'a pas du tout abordé non, j'ai pas abordé la bande dessinée. Je suis pas tellement, je crois, compétent pour l'aborder. Bien sûr, évidemment, j'ai lu Spiegelman et c'est fascinant. Le rapport à la photographie chez Spiegelman est absolument fascinant. Et puis Spiegelman est aussi un collectionneur d'art et donc il s'est intéressé à des artistes qui ont parlé d'Auschwitz aussi. Donc il y a tout un rapport qui est assez... mais je ne suis pas du tout compétent. En revanche, pour revenir aux beaux-arts, pas aux arts appliqués. Non, en revanche, pour être un peu plus sérieux, ça m'avait beaucoup frappé, je le disais tout à l'heure, mais je vais juste le préciser, chez Henri Matisse.
sa compagne et sa fille ont été arrêtés. Alors, il y en a une qui a réussi à s'évader, d'ailleurs, ça répond à votre question, et c'est la famille, elle s'est évadée pas loin de Belfort, et c'est la famille de Léon Delarbre qui l'a cachée. Et dans sa correspondance avec je ne sais plus exactement qui, à un moment, Matisse dit « Je viens de passer 3 semaines à écouter ma fille me raconter ce qu'a été la torture et la déportation. » Et il dit « C'est effroyable, imaginez ce qu'un Dostoïevski en ferait. » Et où c'est ça chez Matisse? Nulle part. Nulle part. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une trace. Voilà. On s'évertue depuis des années, et je pense à bon droit, à essayer de montrer, et je le fais moi-même, donc je m'inclus dans le... Voilà, mais à essayer de montrer que la porte-fenêtre à Collioure de 1914 est en rapport avec la guerre, parce que c'est l'œuvre la plus sombre de Matisse, mais grand Dieu, si ça c'est une œuvre sombre, alors les autres que j'aborde, voilà. En revanche, là aussi, chez Matisse, il commence à y avoir un léger changement dans ces années 40, avec les papiers découpés, avec les silhouettes, avec la figure d'Icare, avec... Et tout ça m'intéresse beaucoup. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est voilà, cet aspect presque pré-Greenbergien de Matisse, disant, voilà, Greenberg dit la question de la judéité, le rapport au passé, c'est pour Kafka. C'est pas pour Barnett Newman, sous-entendu. Pour Matisse, oui, sa peinture, qui, comme il le disait, devait être reposante, devait reposer le travailleur après une longue journée de travail. C'est pour ça qu'il y a des Matisse dans les salle d'attente. Non, mais c'est vrai. On va pas vous mettre le charnier de Picasso ou Guernica. Enfin, vous voyez bien, voilà, cet aspect reposant, il est voulu par Matisse et il est revendiqué par Matisse. Et il y a quelque chose, je crois, très beau dans cette façon aussi. Enfin, je tiens à y faire droit. Dans cette façon de dire, ça n'atteindra pas ma peinture. Ça, je crois que c'est important aussi. On s'est beaucoup demandé en histoire de l'art, pour y revenir, comment ça se fait que tous ces grands historiens d'art allemands, autrichiens, exilés, n'ont pas parlé de l'exil, n'ont pas parlé d'Auschwitz, chez Panofsky, et puis, parce que c'est évidemment l'arbre, mais chez les autres. Et oui, il y a aussi cette hypothèse-là, le nazisme n'atteindra pas mes sujets de recherche. Et si je veux publier une monographie sur Albrecht Dürer en 1945 en anglais, je le ferai. Vous voyez cette espèce de... Ça, je trouve ça très beau. La soirée touche à sa fin. D'accord. Merci. L'heure... oui, non, mais je suis d'accord. Merci beaucoup, Père Bernard Moureau. Merci à vous toutes et tous. Vous pourrez retrouver donc les 2 premiers tomes d'une histoire de l'art après Auschwitz à la librairie, et également leur auteur pour la signature de vos exemplaires. Merci beaucoup et excellente soirée.